Bonsoir, soyez les bienvenus dans Au Quotidien. Pour m'accompagner en ce mercredi 7 février, Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et tous. Au sommaire de votre JT, les syndicats d'enseignants redoutent la suppression de 50 classes à la rentrée en Sarthe. Et oui, l'intersyndicale de l'éducation nationale appelle à boycotter l'instance dans laquelle la carte scolaire doit être votée. Ce jeudi, les écoles maternelles et primaires en milieu rural sont particulièrement touchées par ces fermetures. On en parle avec nos invités, deux représentants du syndicat FSU. Dans la suite, focus sur un dispositif qui s'appelle « Ne reste pas dans l'ombre ». Le but, aller vers les 16-25 ans sans emploi ou sans formation et les aider à se réinsérer petit à petit dans la société. Mais tout de suite, place à l'actu. Et à la une ce mercredi, une maison prend feu en pleine nuit à Saint-Jean-d'Assé. Et oui, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. La famille de cette habitation a eu très peur. Elle s'en est sortie avec quelques blessures légères, grâce notamment à leur chat. Vous verrez pourquoi. Un service étoilé presque pour de vrai. Ces élèves font tourner le restaurant d'application de leur lycée. Un moyen pour eux de s'entraîner et pour les clients de se régaler à petit prix. Et puis, vous allez voir un spectacle très attendu pour ces 270 retraités à la salle des concerts du Mans. Pour certains, c'est une sortie bienvenue pour recréer du lien social. Mais avant toute chose, cette histoire, un chat a sauvé une famille d'un incendie. C'était la nuit dernière. Et oui, c'est une histoire particulière. Il est près de 2 h du matin dans la nuit de mardi à mercredi lorsqu'une maison prend feu à Saint-Jean-d'Assé. Le couple et ses 2 enfants ont pu sortir sains et saufs avec quelques blessures légères. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser le feu. Mais l'autre héros de cette histoire, eh bien, c'est le chat de la famille, car c'est grâce à Pépito qu'ils ont pu être avertis des flammes. Le reportage et les explications surtout d'Alexandre Ferrer. C'est entre ces maisons que le sinistre est survenu. Un incendie en pleine nuit, sans conséquences graves pour les 4 membres de la famille présents à l'intérieur. Alertés par des cris, une voisine est intervenue avec son mari. Comme ça criait vraiment beaucoup, donc j'ai ouvert mon Velux et c'est là que j'ai vu qu'il y avait du feu qui sortait donc, par les fenêtres du bas. Donc j'ai appelé tout de suite les pompiers et mon mari du coup est parti pour aller les aider comme il a pu pour essayer d'éteindre un petit peu le feu et puis de les soutenir. L'origine de l'incendie serait liée à un défaut électrique, des dégâts qui rendent à ce jour la maison inhabitable. Malheureusement, tout le premier étage, tout le rez-de-chaussée a été enflammé. Les pompiers sont intervenus rapidement. Je sais que vis-à-vis de la famille, on les remercie fortement. Une famille aussi reconnaissante de leur chat. C'est grâce à ces miaulements qu'ils ont été réveillés. Le petit chat qui est en fait effrayé par les flammes et puis surtout par la fumée, a fait du bruit dans la maison, s'est sauvé et c'est ce qui a réveillé la famille, c'est ce qu'ils nous ont rapporté. Pépito a perdu sa maison et attend sa famille qui sont actuellement au centre hospitalier du Mans pour un contrôle respiratoire, mais elle ne court plus de danger. Et dans l'actualité encore, un double assassinat présumé à Chahaigne. Un couple de personnes âgées décédées à 17 jours d'intervalle. Il y avait de quoi s'interroger et les soupçons des enquêteurs sur la mort de ces 2 octogénaires au mois de janvier semblent se confirmer. On apprend qu'aujourd'hui, 3 personnes ont été mises en examen pour assassinat ou complicité d'assassinat. Il s'agit d'un couple et du fils de la dame. Tous les 3 hébergeaient les 2 personnes décédées. Des témoignages recueillis laissent suspecter que ces 2 personnes ne disposaient pas de leur liberté de mouvement et ne pouvaient pas s'éloigner de la maison au sein de laquelle ils étaient parfois enfermés. Plusieurs versements d'argent sur le compte des hébergeurs ont aussi été détectés. Les mises en cause sont donc poursuivies pour violence sur personnes vulnérables, abus frauduleux et séquestration arbitraire en plus de l'assassinat. La carte scolaire de la rentrée 2024 se dessine et inquiète. Parents d'élèves et syndicats, 50 classes sont menacées de fermeture. En Sarthe, nos invités, Éric Demougin, secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU, et Mathilde Jack, professeure des écoles. Bonsoir Éric Demougin, bonsoir Mathilde Jack. Bonsoir à vous. Le Lude, Bouloir, Conflans-sur-Agny, Saint-Marceau, partout en Sarthe, les écoles, les petites écoles, même celles qui ne comptent parfois que quelques dizaines d'élèves, se mobilisent contre les fermetures de classes. On l'a dit, 50 pour la rentrée 2024. Pour vous, c'est une véritable saignée, c'est le terme que vous utilisez pour cette rentrée? Oui, on peut parler de saignée, c'est inédit en tout cas. C'est une école sur 8 en Sarthe qui est impactée par une fermeture sur les 400 écoles. Et donc c'est exceptionnel et effectivement la violence contre l'école publique là, qui se passe est inédite.
La semaine dernière, pourtant, le rectorat il se voulait plutôt rassurant en disant que dans notre département, 10 postes d'enseignants en moins pour le premier degré seulement. Cette nouvelle annonce, ça a été une surprise. Comment vous l'avez appris finalement ? Alors, on a reçu les documents officiels de la part de l'administration. Une surprise, mais surtout un sentiment d'indignation. En fait, nous avons, avec la FSUS-NUPP, déposé une alerte au mois de novembre dernier, comme en France, 102 départements, pour justement dénoncer des conditions de travail qui sont de plus en plus détériorées, des personnels qui sont en souffrance, des enfants qui sont en souffrance. Et effectivement, la carte scolaire telle qu'elle nous est présentée est parfaitement inacceptable. Alors, il y a 7 ouvertures quand même de prévues, mais on l'a dit, 50 fermetures, dont 38 en milieu rural. Vous qui êtes professeur des écoles, quelles conséquences ça a concrètement sur les élèves, sur les professeurs, quand on ferme une classe dans une petite école de campagne ? Alors pour les professeurs, bien sûr, ça désorganise les habitudes de travail. Ça oblige les enseignants et enseignantes à quitter leur poste. Et puis, ça va bouleverser, bien sûr, l'organisation des classes, puisque, par exemple, dans les petites écoles qui sont habituées souvent à travailler en double niveau, on peut passer à un triple niveau, à un quadruple niveau, avec des effectifs qui sont de fait quand même lourd, parce que lorsqu'on est 20 ou 22 dans un triple ou quadruple niveau, ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour les enseignantes et enseignants. Est-ce que vous entendez quand même l'argument de la baisse démographique, de la baisse du nombre d'élèves qui est réel dans notre département, 6 000 même depuis 10 ans selon votre syndicat? Est-ce que vous l'entendez cet argument-là? Bien sûr, on ne le conteste pas, c'est un fait. L'argument démographique existe. Toutefois, si l'école allait bien, il serait de bon sens de procéder à des fermetures de postes, mais l'école ne va pas bien. Et donc pour nous, la question démographique devrait être utilisée à améliorer les conditions que vient de décrire Mathilde, qui sont déplorables sur un certain nombre d'écoles, qui sont extrêmement stressantes pour les collègues. Et puis, il y a aussi la question de penser l'école par elle-même, mais aussi de la penser dans un espace, dans un territoire. Et ça, la question de la mutation rurale, par exemple, n'en tient pas compte du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, dans des villages, les écoles ont un rôle de maintien de la population, de possibilité de nouveaux habitants. Et tout ça, voilà, on est en train de perturber tout cela en étant simplement avec une règle à calcul fondée sur effectivement une démographie qui baisse. Mais la démographie qui baisse, ça ne fait pas pour autant... ça devrait servir à améliorer les conditions dans l'école. Ça, on parle depuis tout à l'heure du premier degré, mais il y a aussi la question du second degré qui alerte votre syndicat, notamment ces groupes de niveau qui doivent être mis en place au collège, en mathématiques, en français. Pourquoi ça vous inquiète particulièrement ? Alors parce que ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre pour aider les élèves, les chercheurs le disent, il faut que les enfants apprennent en étant ensemble. J'ai entendu la ministre parler hier du fait de fermer les classes parce qu'il y a des trop petits effectifs, et elle disait oui, les élèves vont manquer d'émulation. On voit mal en quoi faire des groupes de niveau, donc on imagine des groupes avec des élèves qui sont en difficulté va permettre de l'émulation. Nous, on défend une autre façon d'enseigner et on est contre ce séparatisme qui s'appuie sur du tri en fait, entre les bons et les mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire voilà. On s'oppose fermement à ce projet-là. Finalement, il y a ces fermetures de classes, mais finalement, il y a aussi une revendication plus générale. Les enseignants, dont votre syndicat, ont manifesté la semaine dernière au Mans. C'est une colère, une frustration plus générale, là, que vous ressentez aussi, que vous voulez montrer, en tout cas, au gouvernement ? Oui, écoutez, l'école publique, c'est un creuset où on se rassemble tous, où tous les élèves sont présents, qui doit ouvrir des possibles. Et en fait, on a affaire à un schéma global qui est une sorte d'ambition de casser une ambition qui n'est plus là dans l'école, qui assigne, ça a été dit, avec les groupes de niveau dans des classes de relégation. Et donc, tout ça émeut profondément la profession. Je crois qu'on est en train de parler au titre de nos collègues. On est des gens du métier. On sait bien que la question de la coopération, c'est ça qui fait avancer les élèves et pas... de les distinguer comme ça. Et on est en train de faire des classes de niveau aussi sur des questions d'évaluation qui sont standardisées, qui sont le moteur ça vous attriste finalement, j'ai l'impression. Ça nous attriste, ça nous inquiète. Et on est là aussi pour dire que dans cette gouvernance, on a l'impression que c'est la résignation qui préside, c'est-à-dire que tout est fait pour nous faire croire que rien ne peut changer. Depuis la réforme des retraites, en passant par la loi immigration, en passant par les mesures extrêmement conservatrices de ce gouvernement sur l'uniforme,
tout cela, eh bien, on est là pour dire ne nous résignons pas, on ne laissera pas ces classes fermées et effectivement, on pense qu'il faut absolument réagir maintenant et le faire collectivement. Et vous le redirez d'ailleurs ce jeudi, puisqu'un rassemblement est prévu à 18h devant la préfecture et d'autres actions qui mèneront jusqu'au mois de mars aussi au niveau national. Merci beaucoup Éric Demougin et Mathilde Jack du syndicat FSU. Et on reste dans le domaine de l'éducation avec des élèves qui ont déjà la graine de grands cuisiniers ou de serveurs étoilés, Enzo. Et oui, ils ont préparé un véritable service de restaurant avec de vrais clients. Une manière de confronter ces élèves du lycée Hélène Boucher aux conditions réelles du métier. L'exercice était parrainé par le couple Jean-Sébastien Monet et Élodie Bouchaert. Rien que les chefs de l'hôtel du Bagatelle au Mans, le seul restaurant étoilé du département, de quoi faire pétiller les papilles à moindre prix. En plus, regardez le reportage d'Alexandre Ferrer. C'est digne d'une restauration étoilée. Des élèves de Bac Pro et de BTS du lycée professionnel Funet Hélène Boucher se coordonnent en salle et en cuisine dans le cadre d'un exercice pédagogique. Plus on est concentré, moins on pense à l'échec, plus on réussit. C'est tout simple. Après, c'est ma deuxième année, j'ai fait des stages, donc je commence à être habitué. Les professeurs sont là et les propriétaires de l'auberge de Bagatelle aussi, donc ça va être une vraie expérience pour le coup, donc ça va être super. Une occasion pour ces élèves de recevoir l'expérience gastronomique d'un chef cuisinier étoilé sartois. On prend beaucoup de temps pour accompagner les jeunes, parce qu'on en a besoin. On les encourage parce qu'on a un métier qui est connu, difficile, mais qui va quand même vers un métier beaucoup plus facile à travailler, avec une vie privée à côté. 11 élèves sont présents en cuisine, 7 en salle. Il est 17h, le service ouvre au public dans 2 heures. Tout est en route et préparé avec précision. Lorsque le service va commencer, on va du coup annoncer les plats, tout le menu, et ils vont dresser les assiettes. Ils vont les poser lorsque les assiettes chaudes vont être terminées, ils vont les poser ici, sous une résistance qui chauffe. Et le passe-froid, ce sera ici pour les desserts, toute assiette froide, tout menu froid. Voilà. Après, dès que c'est bon, ils chefs, ils nous appellent, on réclame les assiettes, nous les prenons et on va servir en salle les clients. C'est très important pour les élèves parce que ça leur permet justement de communiquer et de voir un grand chef travailler et surtout avec son épouse d'avoir plein de conseils, plein de choses, ne serait-ce que sur la mise en place, sur le service, sur ce qu'ils demandent aussi pour leur futur emploi. Donc c'est juste un très bel échange. Ce soir, il couvre un service de 47 assiettes sur le thème des dom-toms. Mardi 12 mars, ce sera le thème des Flandres pour d'autres élèves de la formation à la conquête des étoiles. Un an qu'ils attendaient ça, Enzo. Et oui, les 270 adhérents de l'association LSR 72. Comprenez par là loisirs, solidarité, retraités. Ils ont assisté à un spectacle annuel de leur association. La salle des concerts du Mans était comble pour l'occasion et les spectateurs, moyenne d'âge 75 ans, heureux de passer un après-midi ensemble. Anthony Piton. Pour avoir la chance d'être assis au premier rang, certains sont arrivés 1 heure en avance. Les places n'étaient pas réservées, donc on a envie d'être assez près pour voir les comédiens et puis pas trop quand même pour avoir un peu de recul sur la scène. Le spectacle des artistes en herbe a été créé par des membres de l'association LSR 72. 6 mois de travail pour un peu moins de 4 heures sur scène. Se retrouver entre amis pour passer un bon moment en chanson, en sketch, pour rigoler quoi. Hein, c'est important à mon avis. On a affaire à un public qui nous est acquis, ce sont des amis pour la plupart, donc on sait qu'on peut faire des bêtises et ils ne vont pas nous en vouloir de trop. Un beau moment de partage entre retraités, pour la plupart originaires de la métropole du Mans. Si vous restez chez vous tout seul, d'ailleurs on le voit, les personnes retraitées qui restent chez elles, assis dans le fauteuil à regarder la télé, malheureusement, au bout de 2 ou 3 ans, vous les voyez vieillir d'une façon très rapide, alors que les personnes qui sortent, qui font des activités, qui bougent, vieillissent beaucoup moins. Si vous n'avez pas vos 5 fruits et légumes par jour, vous pouvez être en carence de glyphosate. Tout au long de l'année, l'association organise des activités et des sorties. Et là encore,
il faut parfois se battre pour avoir des places. 2024 signe le grand retour des 24 heures karting. Et oui, la compétition n'avait pas eu lieu depuis 4 ans. D'abord à cause de la pandémie, puis à des participants qui étaient devenus trop peu nombreux pour permettre la tenue de la course. Vous le voyez sur ces images de la dernière édition 2019 captée par LMTV Sarthe. Cette nouvelle édition 2024 se déroulera toujours au circuit international de karting du Mans. Ce sera du 23 au 25 août. L'Automobile Club de l'Ouest annonce également la création d'un nouveau championnat d'endurance karting qui sera composé des 24 heures, mais également de 2 nouvelles manches de 6 heures, l'une au mois de mai et l'autre au mois de juin. Et puis jeudi, c'est un événement musical et féminin qui se prépare. À la brasserie 72, c'est rue du Docteur Leroy au Mans. Des étudiantes de l'université organisent autant des Copen. Vous avez compris le jeu de mots, un plateau artistique dédié exclusivement aux artistes féminines locales et émergentes, au programme exposition, concerts et DJ set. C'est ce jeudi 8 février de 19h à 2h du matin. Au cours de la soirée, le collectif Gangrène et des membres du label Syncope Prod feront également de la sensibilisation autour du consentement et des violences sexistes et sexuelles. Reportage à suivre sur LMTV Sarthe. Ça sera vendredi dans notre JT. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant, juste après la météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe en espérant que vous ayez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors malheureusement, côté ciel, eh bien, ça continue de se dégrader en cause de l'absence malheur totale de l'anticyclone. Par conséquent, les perturbations, elles en profitent et ce sont elles qui vont amener globalement ce mauvais temps. Avec pour ce soir encore de nombreux nuages, mais sous cette couverture nuageuse, de la douceur. Vous le voyez, les températures, quand elles évolueront entre 12 et 13 degrés, avec 12 degrés à Alençon, pour ma mère, ou encore à Styles-le-Guillaume, idem au Mans, 13 degrés à Blois, pour Tours, pour la Flèche, ou encore du côté de Laval. Concernant la journée de jeudi, en matinée, vous allez le voir, les nuages resteront assez nombreux sur l'ensemble du territoire. Des nuages, de la pluie également en perspective. Ressortez avec vous votre parapluie, vous risquez d'en avoir besoin avec des précipitations qui resteront plutôt généralisées. Alors elles seront plus ou moins marquées selon les secteurs. Côté température, elles évolueront entre 10 et 11 degrés avec 10 degrés du côté de Styles-le-Guillaume ou encore à Luçon ou encore du côté de Saint-Calais. Même chose à Tours, 11 degrés à Vendôme, Blois ou encore au Mans. Pour la suite de votre journée, malheureusement, peu d'évolution avec toujours ces nombreux nuages et ces précipitations qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Côté température, on restera largement au-dessus des normales de ces saisons. C'est quasiment le double de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Pour la journée de vendredi, vous voyez, ce sera le même programme météo. Et pour la journée de samedi, toujours du vent, des nuages et de la pluie au programme. Passez les amis une très bonne soirée. La carte de la qualité de l'air avec nos partenaires, avec notre partenaire RPI de la Loire. Les conditions météorologiques prévues hier se confirment avec l'arrivée de la pluie dans les Pays de la Loire par un flux de sud-ouest. L'apport océanique d'ozone se prolonge et conduit donc à un indice de qualité de l'air moyen pour ce jeudi et pour les jours à venir. On passe tout de suite à notre invité. Merci Anthony et bonsoir Maxime Tétillon. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet à la mission locale de l'agglomération Mancel. Depuis 4 ans, vous participez à un dispositif qui s'appelle « Ne reste pas dans l'ombre ». Ma première question va être toute simple. C'est quoi et surtout, ça se destine à qui ce dispositif ? Alors, c'est un accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle proposé à des jeunes du territoire de l'agglomération Mancel. Donc, ça regroupe la métropole ainsi que les communautés de communes alentours. Et c'est destiné aux jeunes qui ne sont pas forcément disposés à suivre des accompagnements proposés par les services de l'insertion sociale et professionnelle. Les invisibles, c'est comme Tout ça à fait. que vous les C'est un nommez. terme qui a été utilisé pendant 4 ans là, pour désigner ces publics-là, invisibles dans le sens invisibles des institutions principalement, puisqu'ils étaient absents
des services qui leur sont potentiellement proposés pour tout un tas de problématiques et de vulnérabilités qui les empêchent de rejoindre les services classiques. Et l'idée, c'est d'aller à leur rencontre sur la base d'une méthodologie de aller vers. Et l'idée, ça a été de travailler avec des équipes variées, des structures variées, pour justement les accompagner de façon adaptée. Donc il y a plein de structures, justement, des associations assez connues dans le paysage manceau. Tout à fait. Donc c'est vraiment une des plus-values et la force du dispositif. Donc on travaille avec Inalta, qui est porteur du projet depuis novembre et qui était déjà les 2 années précédentes. Il y a également Tarmac, qui est là pour des solutions de logement, d'hébergement pour ceux qui en auraient besoin, ainsi qu'un accompagnement à l'autonomie dans le logement, et des solutions de mobilité qui sont proposées par Carbure Pera, là aussi pour les jeunes qui font face à des soucis de ce type. Concrètement, vous tirez de ces 4 premières années Très positif, dans le sens où plusieurs centaines de jeunes ont été accompagnés, et c'est surtout des jeunes qui n'auraient pas forcément été accompagnés si jamais il n'y avait pas eu cet accompagnement au plus près de chez eux, presque à la carte. L'idée, c'est de tordre un petit peu le fonctionnement des institutions pour toucher tous ceux qui échappent à leur fonctionnement classique. Donc c'est efficace pour les jeunes, mais également pour les structures qui parfois ont du mal, pour plein de raisons, qui leur échappent, à travailler ensemble, parce que des professions différentes, des cultures professionnelles différentes, si bien que là, en travaillant ensemble, on a pu tirer la plus-value de l'ensemble des approches que des professionnels, qui soient éducateurs, conseillers en insertion ou animateurs, et tous se sont réunis dans un même projet au bénéfice des jeunes. Le but, c'est quoi finalement pour ces jeunes? C'est de les encourager à trouver un emploi, une formation, ou est-ce que ça va même encore plus loin? Alors, c'est une finalité, c'est parfois quelque chose d'un peu plus qui arrive dans un second temps, parce que dans un premier temps, il s'agit déjà de resocialiser. Ce sont des jeunes qui sont parfois un peu bloqués chez eux depuis un certain nombre de temps, ou qui sont pas en mesure de se saisir, de s'emparer des propositions qui leur sont faites. Et en adaptant du côté des institutions les manières de fonctionner, on se met en mesure de pouvoir accompagner ces jeunes. Vous avez accompagné combien de jeunes justement depuis 4 ans maintenant? Alors depuis 4 ans, c'est entre 4 et 500. Et ce qu'il faut comprendre, c'est surtout des jeunes qui n'auraient pas été accompagnés si jamais ce type de dispositif n'avait pas été mis en place. Alors là, vous organisez des portes ouvertes le mercredi 21 février. Ça sera à la mission locale de l'agglomération mancelle, donc c'est rue de l'Estérel, le 39 exactement, de 14h à 17h. Ça s'adresse à tout le monde? Alors principalement aux partenaires, même si les gens qui suivent, accompagnent les jeunes dont on parle là, peuvent venir par curiosité pour savoir ce qui se fait, pour savoir quel type de public on cible, parce qu'on est assez attentif sur le fait de proposer cet accompagnement à ceux qui sont réellement ciblés. Et donc en effet, il s'agira de présenter l'accompagnement et de reproduire finalement le fonctionnement du dispositif de façon assez réduite dans un bâtiment, donc à la mission locale, pour justement donner à voir ce qui se fait avec ces jeunes-là, et qui seront aussi présents en participant à des activités de mobilisation. Finalement, on reproduira tout ce qu'on fait au quotidien sur un temps assez réduit de 3 heures. Donc les gens sont invités à venir, à passer sur ce timing comme ils le souhaitent. Très bien. Merci beaucoup Maxime Tétillon. Et donc les portes ouvertes, c'est, je l'ai dit, le 21 février de 14h à 17h. Notre jeu de la semaine maintenant, Anthony. Oui, parce qu'on joue toute la semaine pour essayer de gagner des polos LMTV Sarthe, des polos spéciaux pour les 30 ans d'LMTV. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui, elle concerne le nombre d'abonnés YouTube. Combien la chaîne LMTV Sarthe a d'abonnés YouTube, avait d'abonnés YouTube à la mi-2023? Est-ce que c'est 21 500, 22 500 ou 23 000? Vous pouvez répondre sur jeu@lmtv.fr. Et puis, n'oubliez pas surtout de nous préciser la taille du polo que vous souhaitez, ainsi que votre nom, votre prénom et l'adresse où vous habitez. Et félicitations à nos vainqueurs d'hier, Denise Gomard et Roger Arthuze, d'avoir participé. Le programme de la soirée maintenant ce soir, Anthony. Le programme de la soirée, on aura l'infiltré du dimanche ce soir, exceptionnellement, avec Mathéo Le Breton à la présentation. Et au programme, je crois qu'on a du cinéma. On aura du cinéma avec le festival des 24 cours à Arnage, puis le festival du voyage amateur à Ligny-en-Belin. On ira aussi faire un tour du côté de Maillet et de Jouer la baie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain. Au revoir.